On poursuit le TP1 avec la dernière commande avant la création de table à proprement parler, qui est use base de données, nom de la base. Donc si on revient sur le workbench, donc on va recréer la base de données TP1MMI, puisque c'est celle-là qu'on veut créer. On met à jour ici la liste des bases de données. Et maintenant, on va dire à MySQL que les commandes qui viennent, qui vont être exécutées à partir de maintenant, doivent s'effectuer uniquement dans la base de données TP1MMI. Pour ce faire, c'est la commande use TP1MMI. On exécute cette commande. Vous voyez que la base de données dans l'interface TP1MMI se met en gras. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, toutes les commandes qu'on va réaliser vont se faire, et notamment les commandes de création de table, vont se faire dans cette base de données-là, et non pas dans une autre base de données. Si on n'a pas sélectionné une base de données, et si du coup MySQL ne sait pas dans quelle base de données on travaille, quand on va vouloir faire une création de table, par exemple, eh bien ça ne marchera pas, parce que le système va nous dire je ne sais pas dans quelle base de données je dois travailler. On peut aussi réaliser la commande use TP1MMI en double-cliquant sur une base de données. Par exemple, si maintenant je veux travailler dans Shuttershop, je double-clique sur Shuttershop, elle se met en gras, et à partir de maintenant, tout ce que je vais faire va s'exécuter dans cette base de données-là. Mais bon, du coup, je redouble-clique sur TP1MMI, puisque c'est sur TP1MMI, dans TP1MMI que je veux travailler. Donc maintenant, on va créer des tables. Alors, les commandes de création de tables, on avait téléchargé du coup le script de création employé entier.sql. Donc si vous l'ouvrez avec un bloc-notes, eh bien c'est ce fichier-là. Donc dans ce fichier, et donc c'est aussi le fichier qu'il y a dans l'énoncé, ici. Donc dans ce fichier, on a toutes les commandes qui vont permettre d'abord de créer les tables, puis de les peupler, c'est-à-dire de les remplir avec des données. Alors, voyons voir ça. Donc, on commence par un drop schema, c'est la même chose que drop database. C'est juste un synonyme, une commande qui fait la même chose, qui supprime la base de données. Donc, on est dans un listing qui va créer un script qui va créer les tables. Donc, pour être sûr qu'on est bien dans la bonne base de données, puisque de toute façon, on recrée tout à partir du début, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va supprimer la base de données TP1MMI, si elle existe. Donc, drop schema if existe, TP1MMI. Et on va recréer tout de suite après, s'il n'existe pas, du coup, create schema ou create database, pareil, if not exist de TP1MMI. Là, par défaut, donc on n'est pas obligé, hein, ça c'est parce que le script a été généré automatiquement, mais par défaut, on peut préciser le jeu de caractères qu'on veut utiliser pour les valeurs dans les tables de cette base de données. Et ensuite, on fait use TP1MMI. Alors, vous aurez remarqué peut-être qu'il y a des espèces d'apostrophes ici. Alors, ce ne sont pas des apostrophes, ce sont des accents graves. Les accents graves, avec un clavier AZERTY classique, ils sont accessibles avec la touche Alt-GR et 7. D'accord? Donc, ces accents graves-là, ici, en réalité, ils ne sont pas indispensables parce que le nom de la base de données, c'est un nom qui commence par une lettre et qui n'a pas de caractère particulier à l'intérieur, comme des espaces, des caractères accentués ou des parenthèses, des choses comme ça. Il n'y a que des lettres et des chiffres. Donc ça ne poserait pas de problème si jamais on n'avait pas mis ces accents graves. Par contre, si vous voulez nommer vos tables ou nommer vos bases de données avec des noms compliqués, il faut les mettre entre accents graves de ce type-là. Attention, on verra, il y a une différence entre l'accent grave et l'apostrophe. Voilà, par exemple ici. Ici, on a une commande qui insère des lignes dans la table depth. On voit que le nom de la table, le nom de chacun des attributs est entouré par des accents graves, alors que le nom des valeurs qu'on va mettre dans les lignes, dans les tuples de la table, sont entourés par des apostrophes, qui est la touche 4, d'accord, sans rien d'autre, juste la touche 4. Donc, accent grave, c'est pour tous les noms de structures, c'est-à-dire les noms des colonnes, les noms des tables ou les noms des bases de données. Et les apostrophes, c'est pour des valeurs de type texte et date. Les valeurs numériques n'ont pas besoin d'apostrophe.
Donc revenons à notre création de base de données. Donc on a supprimé la base de données, on l'a recréée, et on a dit qu'on l'utilisait, que donc on allait travailler dedans. Du coup, on va pouvoir créer nos tables. Bah, typiquement, par exemple, créer la table dept. Donc la table dept, hein, si on reprend un peu plus haut le schéma ici, on a trois colonnes, une colonne depno, dname et loc, donc un numéro de département, un nom de département et une localisation du département. Donc il va falloir, dans notre instruction de création de cette table-là dept, il va falloir dire qu'il y a ces trois colonnes-là. Bien entendu, la clé primaire ici, ça va être le numéro de département. Et donc il va falloir préciser que cette clé primaire, etc. Comment on fait tout ça? On fait tout ça avec la commande createTable. Alors comme, à nouveau, c'est un listing qui a été créé automatiquement pour recréer la base de données à partir de zéro, on peut commencer par faire un drop table pour supprimer la table dept si elle existe. Donc drop table if existe tp1memi.dept. Attention, on commence toujours par le nom de la base de données, point le nom de la table. En réalité, d'ailleurs, puisqu'on s'est mis dans tp1memi, on n'aurait pas besoin de préfixer les noms des tables avec le nom de la base de données. Mais bon, ça y est, donc ça marchera de la même façon. Donc on supprime la table si elle existe et on la recrée. On la recrée d'une manière bien propre. Donc createTable if not exist, tp1memi.dept. Ensuite, on a une parenthèse pour dire on commence la liste des attributs, la liste des colonnes, et à chaque ligne, on définit un attribut, une colonne. Donc ici, la colonne depno de type int11, donc un entier avec au maximum 11 chiffres. Note nulle, on ne doit pas avoir absence de valeur dans cette colonne-là. Et par défaut, c'est la valeur 0. On n'aurait d'ailleurs pas eu, on ne devrait pas avoir besoin d'ailleurs de mettre des apostrophes pardon, ici, simple, puisque c'est une valeur numérique. Ensuite, on définit un attribut dname pour le nom du département de type varchar20. Donc varchar20, c'est une chaîne de caractères de taille variable qui contient au plus 20 caractères. Note nulle encore, il faut absolument qu'un département ait un nom. Et par défaut, c'est la chaîne vide, donc apostrophe, apostrophe. Ensuite, une colonne loc pour la localisation, de type varchar20 pareil, à nouveau note nulle, et à nouveau, par défaut, c'est chaîne vide, apostrophe, apostrophe. Donc on sépare par des virgules à la fin, et on termine par la clé primaire, primary key, entre parenthèses, et là on met tous les attributs qui constituent la clé primaire. Ici il n'y en a qu'un, et en général ça sera le cas, on préfère une clé primaire avec un seul attribut, ça sera depno. Et on ferme la parenthèse. Et donc par défaut, ici quand on fait générer ce script-là par MySQL, ou par le Workbench, il nous ajoute que le moteur de traitement des requêtes, c'est InnoDB, mais en fait ça, maintenant, avec les nouvelles versions de MySQL, c'est forcément InnoDB. C'est juste le fait de pouvoir gérer les clés étrangères. Et puis, pareil, on peut spécifier un jeu de caractères précis uniquement pour cette table-là. En l'occurrence, ici, c'est le même que dans toute la base de données. Bon, ces deux dernières lignes-là ne sont pas obligatoires. On pourrait mettre le point-virgule juste après la dernière parenthèse, après la clé primaire. Voilà, et puis on va faire ça pour les trois tables. Donc là, je vous ai mis un petit récapitulatif dans le PDF pour voilà, vous expliquer un peu tout ce qu'on vient d'expliquer. Alors, pas sur la table dept, mais sur la table AMP. Alors, la table AMP, elle a une particularité, c'est qu'elle a une clé étrangère. Si on revient ici, en effet, dans la table AMP, on a donc les informations sur les employés. On a le numéro, le nom, le job, le numéro du manager, du supérieur hiérarchique, la date d'embauche, le salaire, la commission s'il en a, et le numéro du département. Et bien sûr, le numéro du département ici d'Epno est clé étrangère vers Depno, clé primaire de Dep. Donc il faut dire que Depno est clé étrangère dans la relation AMP. Eh bien, c'est illustré ici. Après la clé primaire, on ajoute une contrainte de clé étrangère, donc constraint. On lui donne un nom. Comme ça, si jamais il y a un problème avec cette contrainte-là particulière, on saura que c'est cette clé primaire-là, cette clé étrangère-là qui pose problème et pas une autre. On dit que c'est une contrainte de clé étrangère, parce qu'il y a plusieurs types de contraintes. On précise quel est l'attribut clé étrangère, c'est Depno. Donc Depno de la table AMP, qui fait référence à
depno, attribut de la table dept de la base de données TP1MMI. Et puis on met onDelete no action, onUpdate no action. On reviendra là-dessus. C'est le comportement par défaut en fait de la clé étrangère si jamais il y a un souci avec cette clé étrangère. Je vous rappelle, hein, la clé étrangère, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va faire en sorte que si on ajoute un employé, on ne pourra pas ajouter un employé avec un numéro de département qui n'est pas déjà dans la colonne depno de la table dep.